Nous sommes le 2 février 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, l'émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. L'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines vient de lancer la plateforme iPredict. Le site a pour but d'informer sur la chlamydia. C'est une infection sexuellement transmissible. Les explications de l'épidémiologiste en charge de ce dispositif. Dans l'édition d'hier, vous avez découvert la première édition justement du Festival Féminin Pluriel qui se tiendra du 20 février au 1er avril dans les Yvelines. Ce soir, vous entendrez son parrain, l'un des parrains, c'est le comédien yvelinois Sam Carman. Après iShare, mise en place par le pôle santé de l'UVSQ, voici l'arrivée d'une nouvelle plateforme iPredict lancée le mois dernier. Le site a pour but d'informer sur la chlamydia. C'est une infection sexuellement transmissible qui touche près de 10% des jeunes femmes entre 18 et 25 ans. Vous pouvez aussi lutter contre cette infection en participant à cette étude. Vous serez suivi durant 2 ans. Elisabeth Delarocque-Astagno, épidémiologiste, nous explique iPredict. Le dispositif, c'est une interview signée Haussmann van der Dee avec Julie Barenton. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi avoir mis en place iPredict? Vous êtes parti de quel postulat? Alors nous sommes partis du postulat que iPredict s'intéresse aux infections à chlamydia trachomatis chez les jeunes femmes et on est parti du constat que c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente chez les jeunes femmes de 18 à 25 ans et qu'on a besoin de travailler sur les recommandations de dépistage de cette infection. Pourquoi ? Parce que c'est une infection qui le plus souvent ne donne pas de symptômes, mais qui par contre peut se compliquer immédiatement ou ultérieurement dans la vie. Immédiatement, cette infection qui au départ ne parle pas beaucoup peut se compliquer d'infections qui sont un petit peu plus hautes dans l'appareil génital, comme les salpingites, qui sont peut-être des termes déjà entendus par les jeunes femmes. Donc ça peut être des complications immédiates. Et puis à long terme, lorsque les jeunes femmes sont en désir d'enfant, il peut y avoir des grossesses extra-utérines qui sont liées à cette infection anciennement contractée, ou éventuellement aussi des troubles de la fertilité. Donc lorsqu'elles sont en désir d'enfant et qu'elles ont fait des infections à chlamydia trachomatis, il peut y avoir un problème, je suis désolée, de conception. Alors par rapport à iPredict, dites-moi ce qu'on peut retrouver dessus, sur cette plateforme. Alors, lorsque si on veut chercher de l'information sur iPredict, il y a de l'information sur le site internet de l'université. Nous avons également de l'information qui est bien sûr délivrée par iShare. Il faut rappeler qu'iPredict existe et a commencé parce qu'iShare existe. iShare, c'est la grande étude sur la santé des étudiants qui existe depuis 2013, portée par les universités de Bordeaux et l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et donc dans laquelle l'objectif c'est d'avoir 30 000 étudiants qui participent et qui sont suivis pendant 10 ans. Et on s'intéresse à ces étudiants sur différentes thématiques de santé. iPredict existe parce que iShare existe. Donc dans iShare, la préoccupation que nous avions au moment où cette étude a été montée, c'est également une préoccupation autour des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes, et en particulier du coup chez les jeunes étudiants. Alors c'est qui peut s'inscrire à cette étude? Pour continuer là-dessus, parce que ce que je voulais dire sur cette étude, c'est qu'il y a un grand rôle d'Internet, c'est-à-dire qu'après, une fois que ça c'est fait, la grande partie de la participation, c'est répondre à des questionnaires Internet tous les 6 mois et faire un autoprélèvement qu'on envoie par la poste. Donc les contraintes sont relativement, modérées. Et puis à la fin, il y a une consultation de gynécologie dans les centres hospitalo-universitaires qui sont associés à notre projet. Alors, il faut savoir juste aussi que on s'est associé avec tous ces services de gynécologie qui participent au groupe de recherche et qui sont complètement dans cette aventure, bien sûr. Et donc, quelles sont les contraintes d'inscription? Qui peut s'inscrire? Alors, qui peut s'inscrire, pardon en fait, c'est assez simple. Toute jeune fille inscrite dans une université participante
à Aïcher, eh bien, peut se présenter, ayant entre 18 et 25 ans, peut se présenter donc dans un des services de médecine préventive universitaire. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre d'autres vérifications de critères d'inclusion très simples, après discussion avec la chargée de recherche clinique en charge de l'étude. Il faut que cette jeune fille, du coup, participe également à Escher. Il n'est évidemment pas obligé qu'elle y participe déjà, c'est-à-dire qu'à l'occasion de cette demande d'information, de l'envie de participer à ePredict, eh bien, elle peut aussi s'inscrire à l'étude Escher. Et à l'issue de cette étude, c'est une possibilité de mettre en avant voilà, ce souci avec les chlamydia pour que les autorités se bougent un petit peu plus derrière? Alors, bien sûr, tout ça se fait dans un contexte où ça fait déjà quelques années que les autorités de santé se posent la question de savoir s'il faut revoir ces recommandations. Ces recommandations, elles sont anciennes et beaucoup d'éléments portent à croire qu'il faut les revoir. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi observé que probablement on a des arguments pour dire que le nombre d'infections sexuellement transmissibles à chlamydia pourrait avoir augmenté sur cette dernière décennie. Peut-être un relâchement des méthodes de prévention chez les jeunes femmes et les jeunes hommes, d'autres raisons. Donc il y a ce contexte. Il y a un contexte aussi de développement de nouvelles techniques de prélèvement qui rendent du coup le dépistage beaucoup plus acceptable pour les jeunes femmes. Et donc il y a déjà des réflexions de la part de groupes constitués par les autorités de santé, pour réfléchir aux recommandations de dépistage. Donc tout ça se fait dans ce contexte-là. Ça n'est pas détaché, et bien sûr, du contexte dans ce domaine, le domaine du dépistage des infections sexuellement transmissibles. Donc les résultats d'une telle étude, bien sûr, et c'est ça l'idée, c'est qu'ils puissent être utilisés pour que les experts qui se réunissent pour élaborer ces recommandations puissent avoir des données en plus, des données qui leur permettent de réfléchir à l'élaboration de ces recommandations. Alors ce ne sont pas les seules données, bien sûr, qui vont intervenir, mais c'est extrêmement important. Il faut savoir qu'en Europe, bien sûr, d'autres pays ont réfléchi ou continuent à réfléchir là-dessus. Il y a eu une première étude il y a quelques années qui n'a pas forcément permis de conclure. Et notre étude et les résultats de notre étude sont attendus par différents pays avec lesquels on travaille en Europe sur ce sujet-là. Eh bien, je vous remercie. Merci. Un mot de culture à présent. Nous en parlions déjà hier, la première édition du festival féminin pluriel qui se tiendra du 20 février au 1er avril dans les Yvelines. Après avoir écouté Sabine Cossin, c'est la coprésidente du festival, directrice du Prisme, salle de spectacle à Elancourt. Je vous propose d'écouter à présent le parrain, l'un des parrains de cette édition. C'est Sam Carman, comédien de théâtre mais aussi acteur. Il était au micro de Camille Lambert. Et nous sommes toujours à la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines pour le lancement du festival féminin pluriel. Et cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Sam Carman, qui est parrain de cette première édition. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites parrain de cette édition ? Comment vous est venue l'envie de parrainer ce festival ? C'est-à-dire que quand on est artiste, on ne se pose pas la question. Quand je travaille avec des artistes, ma première réaction, c'est pas de me dire tiens, c'est une femme ou c'est un homme. Est-ce que c'est une actrice ou un acteur ? Est-ce que c'est une autrice ou un auteur ? Un metteur en scène, un metteur en scène ? Non. Mais je m'aperçois en fait que quand on m'alerte sur le problème, car c'en est un, on s'aperçoit que les femmes doivent se battre beaucoup plus fort pour pouvoir avoir des postes, entre guillemets, de responsabilité dans tous les métiers de la culture. Pas seulement les artistes, pas seulement les actrices, bien sûr, et metteurs en scène et les auteurs, même si c'est intéressant qu'elles ne se censurent pas, qu'elles osent écrire pour les formes théâtrales ou pour le cinéma ou pour la télévision, les scénaristes, de plus en plus de femmes. Mais dans les postes de responsabilité, celles qui vraiment dirigent, on s'aperçoit que voilà, elles sont... Il y en a moins. En fait. Il y en a beaucoup moins, voilà. Et donc les chiffres sont assez violents même, quand on se dit que jusqu'à la maîtrise, il y a plus de femmes que d'hommes qui ont des maîtrises, mais à partir de la maîtrise et tout ce qui dépasse, c'est-à-dire vraiment vers les grands postes d'encadrement, il n'y a plus de femmes. Hop, ça s'effondre, comme si elles disparaissaient, quoi.
Voilà. Donc c'est quelque chose que vous voulez un petit peu dénoncer, mettre en lumière par ce festival ou... C'est-à-dire que ma culture à moi, je suis extrêmement féministe, je ne sais pas, sans doute à la façon dont j'ai été éduqué, et donc ça m'a toujours semblé normal. Mais c'est quand on attire mon attention, quand je vois, par exemple, même politiquement, que le droit des femmes en matière de contraceptifs qu'on peut remettre en cause, que ce soit en Pologne ou que ce soit des mouvements qui descendent dans la rue en laisser les vire ou les choses. Bon, enfin, je me dis, mais ah oui, mais donc ce que je pensais être une chose naturelle, où la parité, c'était l'égalité, que l'égalité amenait à la parité, non. C'est dans les textes, c'est dans les lois, mais les lois n'étant pas contraignantes, voilà. Donc est-ce qu'il faut faire un numerus clausus? Peut-être pas aller jusque-là, mais en tous les cas, être vigilant. Et quand une initiative comme celle-ci, c'est-à-dire festival de théâtre féminin pluriel, quand Sabine Cossin, que je connais bien pour l'action qu'elle a menée pendant de longues années au Prisme d'Elancourt, avec une programmation formidable, elle m'a sollicité, voilà, j'ai répondu présent. Et vous le disiez, justement, ces lois ne sont pas contraignantes. Est-ce que, du coup, la place de l'artiste aussi, c'est de transmettre un petit peu ce message? Votre place à vous, c'est d'en parler? L'artiste est par définition, c'est formidable le métier d'artiste parce qu'on est libre. On ne doit rien à personne, même si c'est une liberté illusoire, parce que les propos portent. Je prends ma place de citoyen artiste dans la cité, et je pense profondément que c'est par la culture qu'on arrive à changer les mentalités, et que c'est par la culture qu'on a peut-être plus de levier pour que cette égalité homme-femme, cette parité cesse d'être un vœu pieux, et qu'on n'ait même plus à se battre pour ça, que ça soit tellement évident que... Voilà. Mais il y a encore du chemin. L'idée de ce festival aussi, c'est de ne plus exister. Au final, c'est un festival qui se veut éphémère quelque part. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un éphémère qui risque de durer. Quand on voit justement que, année après année, les femmes doivent toujours se battre plus en tant que femmes, simplement pour être à égalité. C'est quand même... Et justement, alors on parle beaucoup d'économie, de santé, notamment avec l'IVG, vous en avez parlé à l'instant, mais c'est vrai que la culture n'est pas épargnée également. C'est vraiment un domaine où les femmes n'ont pas toujours la place qu'elles mériteraient peut-être d'avoir, justement. Oui, je pense. Quand on sait que, par exemple, chez les auteurs femmes de romans, il y en a beaucoup qui n'osent pas écrire pour le théâtre. Bon, alors il y a aussi, il faut les encourager, mais il faut qu'elles se fassent confiance aussi, quoi. Voilà, c'est un travail... C'est un travail collectif à faire tous ensemble. Ouais. Un petit mot, parce que vous avez cité Simone de Beauvoir pendant la conférence de presse, mais également dans le communiqué de presse. C'est une femme inspirante? Ah oui. Oui. Qui reste, même aujourd'hui, encore au XXIe siècle, en 2017, ses propos restent toujours d'actualité. Oui, tout à fait. Bah oui. Le deuxième sexe, on le relit, il faut le relire, il faut le faire lire, mais pas seulement aux femmes, aux hommes, surtout. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez tourné dans 52 films, c'est ça, à peu près, a priori, mais seulement 4 femmes réalisatrices. Ça illustre aussi peut-être un peu ce manque de parité dans le audiovisuel. Voilà, vous faites la preuve. Là, vous avez tout mélangé. 4 femmes, c'est pas beaucoup. Je me réjouis cette année parce que, par exemple, j'ai encore vu hier soir, pour les Césars, j'ai vu qu'il y avait sur 7 finalistes, meilleur film, meilleur réalisateur, il y avait 3 femmes. Les magnifiques films de Nicole Garcia, avec qui j'ai eu la chance de travailler, pour son Mal de Pierre, le Phénomène Divine, qui est un film incroyable, et j'ai vu hier soir, je ne l'avais pas vu, mais Danseuse, qui est un premier film extraordinaire. Je suis passé à côté quand il est sorti en salle, mais là, quelle chance. Voilà, ce sont des femmes, des premiers films pour 2 d'entre elles, et qui sont déjà dans la catégorie des meilleurs films et meilleurs réalisateurs. Voilà 2 femmes qui vont faire parler d'elles. Donc plutôt de bon augure pour la suite, on l'espère. Voilà. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Merci beaucoup Sam Kerman, merci encore d'être... Merci. C'est la fin de cette édition du 7-8. Les invités, on se retrouve lundi avec celles et ceux qui font l'actualité des Yvelines.